Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous allons pouvoir décrypter l'actualité vue par notre invité d'aujourd'hui. Et vous faites bien de nous suivre sur Matin Libre Télévision. Vous le savez, il y a quelques jours, les plus deux grands partis donc de la mouvance présidentielle ont désigné le candidat, le porte-étendard donc de la mouvance parlementaire et présidentielle, Romuald Wadagni, actuel ministre d'État en charge de l'économie et des finances, sera celui qui portera le ticket présidentiel pour la présidentielle du 12 avril 2026. Ce profil, à quoi cela reprend? Quelle analyse nous pouvons faire et quels sont les défis justement qui sont à relever par le porte-étendard de la mouvance présidentielle? Nous parlerons de tout ceci avec notre invité spécial d'aujourd'hui. Il s'agit de Rachidi Ojo. Rachidi Ojo, bonjour. Bonjour, cher Romuald. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Voilà, vous êtes expert en communication politique et publique. Déjà, on aura le regard d'un expert qui est dans ce champ-là, dans cet univers, par rapport à l'actualité. Déjà, cette désignation de Romuald Wadagni comme étant donc le candidat de la mouvance présidentielle, quelle est votre lecture sommaire? Ma lecture se résume sommairement en une phrase. Cette désignation, de la façon dont elle a été opérée et tout ce qui a suivi, doit être lue comme la toute première victoire de la réforme du système partisan sur les profondeurs de cette réforme qui, il y a encore quelques semaines, espérait même qu'en de pareilles circonstances, qu'à pareil moment où l'on vit la désignation des candidats, que l'on assiste justement à une sorte de désintégration, notamment au sein des partis de la majorité présidentielle, à une implosion en quelque sorte. Donc, il n'y a pas eu d'implosion, il n'y a pas eu de désintégration. Les choses se sont passées conformément aux tests que ces partis politiques se sont librement donnés. Et pour moi, c'est la toute première victoire de la réforme du système partisan sur nos compatriotes qui, de bonne foi, n'y ont pas cru, et sur d'autres qui ont résisté, qui se sont rebellés contre la réforme, qui l'ont dénigrée, qui l'ont critiquée. C'est normal, mais il est aussi normal que nous puissions reconnaître aujourd'hui que oui, la réforme, elle est très très bien partie. Pour certains, ils estiment que ce n'est pas l'application stricte de la réforme quand on sait que Romuald Wadagni n'est pas issu d'un parti politique, il a été porté par le parti politique. Quel est votre avis sur cette question-là? Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà que nous puissions avoir une certaine rigueur sur les concepts. Romuald Wadagni n'est pas porté par les principaux partis de la majorité présidentielle, il a été désigné. Il a été désigné comme candidat unique de ces partis. Quelle est la nuance? Et la nuance, c'est que par le passé, effectivement, des partis politiques, avant la réforme, avaient l'habitude de porter des candidats. Ce sont des compatriotes qui portent une vision personnelle, qui ont des ambitions personnelles, qui ont parfois le désir, après avoir terminé une carrière internationale, de devenir président de la République, qui ont les moyens d'initier, conduire et faire valider leur candidature, qui se rapprochaient des partis politiques pour recueillir leur soutien. Et des partis acceptaient effectivement de porter ces candidatures, de les soutenir. Et ces personnalités qui étaient contraintes à ce jeu par le passé recouraient parfois à des méthodes, à des pratiques, à des moyens qui contrastent avec la morale et l'éthique pour avoir le soutien de ces partis politiques et se faire porter par ces partis politiques. Aujourd'hui, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, conformément à l'esprit de la réforme du système partisan, ne portent pas la candidature de Romuald Wadagni. Ce n'est pas d'abord le ministre d'État Romuald Wadagni qui est porteur d'une ambition personnelle, d'une envie de devenir président de la République,
et qui a commencé par faire les yeux doux aux élus de ces partis qui ont donc le droit de parrainer, pour en arriver après à la division des partis, parce qu'une aile va soutenir sa candidature et une autre aile va soutenir une autre candidature. Donc ce n'est pas ça. C'est la candidature des partis politiques. Et la réforme, elle a été faite justement pour ça, pour inverser la tendance. Parce que nous sommes l'une des rares démocraties où les partis politiques, généralement lors du scrutin présidentiel, n'arrivent pas à désigner, à présenter des candidats. Les quelques cas d'exception qui présentaient des candidats, c'était par l'orgueil du propriétaire du parti qui considérait le parti comme son entreprise, qui se présentait en violation généralement des règles établies à l'interne du parti, en interne dans le parti. Donc, ce n'est pas ça. Romuald Wardani est le candidat désigné des partis de la majorité présidentielle. Qu'importe que cette désignation ait été faite dans le rang des militants actifs, des sympathisants ou des personnalités externes au parti, mais qui ont une certaine proximité avec les partis en question. Parce qu'il n'échappe à personne que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, pour être deux partis qui participent depuis 9 ans à la gestion des affaires publiques avec le président Patrice Talon, ont eu à côtoyer le ministre d'État Romuald Wardani, avec qui ces partis ont tenu par le passé plusieurs séances dans la perspective de rechercher ensemble des solutions à un certain nombre de problèmes qui minent notre société. Donc, le fait qu'il ne soit pas formellement membre de l'un ou de l'autre des deux partis ne pose aucun problème à la réforme. Toujours est-il qu'il est le candidat désigné de ces partis, et à partir de cet instant, ce sont les partis qui vont faire le travail. Regardez, même à cette étape-là, cette candidature a encore son sort dans les mains des partis politiques. Parce que, bien évidemment, en octobre prochain, Romuald Wardani ira déposer sa candidature. Il aura des parrainages venant de l'UPR et du Bloc républicain, mais ces parrainages ne seront validés qu'avec la présentation de la preuve qu'il a été désigné par ces partis politiques. Et cette preuve est une pièce capitale. Sans cette preuve, les parrainages ne sont pas valides, et sans les parrainages, la candidature n'est pas acceptée. Exactement, donc, parce qu'on regarde bien évidemment des pièces à fournir qui ont été publiées d'ailleurs par la Commission électorale nationale autonome. Il faut pouvoir fournir la preuve de ce que vous avez été désigné, justement. Et ce n'est pas une invention de la Commission électorale nationale autonome. C'est une application de l'article 41 du Code électoral, article 41 nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas avant mars 2024. Et ça fait partie de la sécurité complémentaire apportée aux partis politiques dans le cadre de cette réforme. Maintenant, lorsque vous observez très bien, vous allez voir que il y a deux faits majeurs qu'on peut observer tout au long du processus de cette désignation, ou bien même après que cette désignation a été actée et rendue publique. La première observation, c'est l'attitude des dirigeants au plus haut niveau de chacun de ces partis politiques. On a pu constater à travers l'interview donnée à un média de la place par le président du Bloc républicain, le ministre d'État Blaise Diop-Tchanier, que celui-ci a fait preuve d'une certaine sagesse et d'un détachement qui témoigne de son attachement à l'esprit de la réforme. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et puis de l'autre côté, vous avez le professeur Joseph Ifame Diogonou, président de l'Union progressiste Le Renouveau, qui a fait preuve d'une grandeur d'esprit qui doit faire école. Il a sacrifié son ambition, il faut le rappeler.
On en parlera tout à l'heure. Donc, il a fait preuve d'une grandeur d'esprit qui doit faire école. Et surtout, ce que vous appelez sacrifier son ambition, moi, je l'appelle plutôt un niveau élevé d'équilibre social individuel. Vous savez, l'équilibre social individuel, c'est la seule chose qui vous permet de vous satisfaire de n'importe quelle situation, même quand vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et c'est également cet équilibre social individuel qui vous permet d'avoir toute la lucidité nécessaire pour prendre de bonnes décisions, avoir des bonnes réactions, des réactions appropriées face à n'importe quelle circonstance problématique. Et donc, lorsque vous retournez au niveau du bloc républicain, vous observerez également, donc c'est la deuxième observation, que des personnalités dans ce parti, que certaines opinions, que certains Béninois souhaiteraient voir candidats de ce parti, ont également eu une très bonne attitude. Je parle notamment du ministre Sam Seydou Adambi et aussi du ministre Barthélémy Kassa. Vous avez suivi l'interview de M. Adambi après que le candidat désigné a rencontré le bureau exécutif national du bloc républicain. Cela montre tout simplement que les acteurs ont développé une capacité à faire passer avant tout l'intérêt d'abord de leur parti et je dirais aussi l'intérêt supérieur du pays quand ils feront des efforts pour que ce candidat devienne le candidat du pays. Parfait. Et lorsque vous revenez, je finirai là, à l'Union progressiste Le Renouveau, vous observerez également que en dehors de l'attitude que le président de ce parti a eue en tant que dirigeant de ce parti, il n'y a que des personnalités de ce parti, donc dont Luc Setondiatropo, le maire de Cotonou, que certaines opinions souhaiteraient également voir se porter candidat à cette élection, ont démontré à la face du monde que rien ne vaut la République. J'ai pu lire d'abord sur la page Facebook du professeur Joseph Diogbenou, avant même que la direction exécutive nationale du parti ne rende public son communiqué, que ce dernier avait déjà annoncé que le candidat Romuald Wadani est son candidat. À lui. Et après, le lendemain ou le surlendemain, il dit ce qui compte c'est le Bénin, en affichant une photo de lui et du candidat. Tout ça montre quoi? Ça montre que la réforme, c'est quelque chose qu'il fallait. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette réforme du système partisan, on serait en train d'assister actuellement à un grand désordre. Et ce désordre, nous l'avons souvent vécu par le passé. Voilà. Rachid Diodio, déjà, merci pour cette lecture. Il y a tout de même une crainte. Certains observateurs craignent de ce que, puisque Romuald Wadani a été désigné par les partis politiques, qu'il soit donc pris en otage par ces partis politiques, une fois élu. Alors, toutes les personnes susceptibles de poser cette question, et je sais aussi que ce n'est pas votre cas parce que vous rapportez une certaine inquiétude, sont des compatriotes qui n'ont pas encore intégré la réforme du système partisan ou son esprit. Une fois encore, le ministre d'État Romuald Wadani n'est pas porteur d'une ambition personnelle. Il n'est pas porteur d'un projet personnel. Il a été désigné par des partis politiques qui participent depuis des années à la gestion du pouvoir aux côtés du président Patrice Talon et qui ont des programmes politiques, aussi bien le Bloc républicain que l'Union progressiste Le Renouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que ces partis aillent présenter ce candidat non seulement à leurs militants, mais également aux autres électeurs qui ne sont pas nécessairement membres des partis politiques pour pouvoir faire gagner ce candidat. Donc, il faut un projet de société. Ce projet de société, son contenu, partira de ce qui reste du PAG2, donc, puisque Romuald Wadani est au gouvernement depuis 9 ans. Il est d'ailleurs comptable du bilan de Patrice Talon.
il est artisan de ce bilan. Moi, je ne dirais pas comptable, parce que quand vous dites comptable, vous faites voir tout de suite ce qui est négatif. Ah ben, vous savez que dans un bilan, il y a le négatif, il y a le positif. Bien sûr, mais je pense que dans le bilan de Patrice Talon, le positif est tellement lourd qu'on ne va pas se refuser de regarder le négatif. Donc, moi, je ne parlerai pas de comptable du bilan. Je dis qu'il est artisan du bilan. Et donc, ce qui n'a pas été fait dans ce PAG 2 va retrouver sa place en termes d'idées dans le projet de société, en plus de la synthèse de ce que chacun des partis politiques de la majorité présidentielle a de meilleur. En ce moment, ça devient le projet de société du duo de candidats qui va être conduit par Romuald Wadaï, mais ce ne sont pas ses idées, ce ne sont pas ses désirs personnels, c'est une idée collective. Et c'est ça qui va être vendu aux Béninois. Un projet fédérateur, donc. Exactement. Et si c'est sur cette base qu'il est élu, c'est ce qui est contenu dans ce projet qui va permettre après de dégager le programme d'action du gouvernement 2026-2031. Donc, il n'y a pas à craindre quelques prises d'otages. Au fait, on en parle parce qu'on voit toujours un candidat qui va être propulsé à la magistrature suprême et qui sera en train de gouverner comme bon lui semble. Non, c'est une vision qui va être, c'est une offre politique qui va être proposée aux Béninois. Si cette offre politique est validée, la gouvernance 2026-2031 se fera dans le cadre de cette offre politique. Il va y avoir des réajustements, il va y avoir des moments de contradiction en interne, de divergence, de point de vue et de perception sur parfois les grands sujets de la nation. Mais l'essentiel, c'est que après tous les débats, il y aura toujours une position commune qui va être dégagée conformément aux promesses qui ont été faites aux Béninois. Et la plus grande des promesses, c'est de continuer l'amélioration des conditions existentielles, des conditions de vie de nos compatriotes. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Comment avoir un projet fédérateur, même si le chef de l'État estime que l'Union progressiste, le renouveau, le BR, les démocrates, c'est la même chose. Comment avoir un projet fédérateur quand on sait que c'est deux idéologies différentes? Est-ce que vous avez le temps pour avoir la réponse à cette question? Est-ce que vous avez le temps? Je vous fais la question par rapport au projet fédérateur qu'on pourrait avoir, puisque les deux partis soutiennent. Et moi, je vous demande si vous avez le temps d'avoir la réponse à cette question. Au fait, je souhaiterais vous faire une démonstration. Ça me prendra quelques minutes et je demande si vous avez le temps pour. Quelques minutes, voilà. Non. En réalité, j'ai entendu ça. Et quand le président de la République a parlé des idéologies des partis politiques, très peu de personnes se sont intéressées réellement aux idéologies de ces différents partis politiques. L'Union progressiste, le renouveau, est un parti de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est un courant politique qui recherche la voie médiane entre le socialisme et le capitalisme. Donc c'est un courant politique de centre-gauche, avec pour orientation le progressisme. Vous savez, le progressisme, c'est une philosophie, d'abord, mais sa caractéristique, c'est d'être favorable aux réformes sociétales, donc réformes politiques, culturelles, civilisationnelles, qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations, des peuples. En tout cas, c'est dans une dynamique, c'est dynamique, c'est évolutif. Non, je vous explique. Et c'est pour ça que vous allez souvent entendre les responsables de l'UPR parler de justice sociale. Donc, faire en sorte que les besoins les plus fondamentaux des populations soient satisfaits. Lorsque vous allez au bloc républicain, de façon très banale, j'ai pu lire dans certains documents que c'est un parti de type libéral, mais c'est trop simpliste. Parce que la base du bloc républicain, c'est le républicanisme. Et c'est quoi le principe du républicanisme? Ce principe prend en compte le fait que l'État, dans son fonctionnement, dans son existence et à travers ses décisions, doit
concourir à la promotion et à la préservation du bien commun, du bien collectif. Oui. Regardez, hein, l'Union progressiste, le renouveau, améliorer les conditions de vie des populations, le bloc républicain, le républicanisme, ça se termine par le bien commun. Et ensuite, pour y arriver, le bloc républicain dit, nous allons encourager la production pour qu'il y ait une bonne répartition, pour faire de la solidarité et pour qu'il y ait de la justice sociale. Est-ce que, avec ce que je viens de vous dire là, quelque chose oppose fondamentalement le bloc républicain de l'Union progressiste, le renouveau? En ce qui concerne l'objectif final, même les idéologies, au fait, lorsque vous prenez seulement les dénominations des idéologies sans rentrer dans les phénomènes complexes qu'elles renferment, vous allez passer à côté de l'analyse. Allons plus loin. Moël Bénin, parce que de toutes les façons, c'est aussi le candidat de Moël Bénin. J'allais venir sur cette question. Je viens. Avant d'y arriver, vous permettez? Non, vous allez poser votre question tout à l'heure. On va faire le projet, on ira, parce que là, ça semble dépassé, mais on y reviendra, je vous le promets. Ok. Le projet, oui, comment faire? Comment faire pour avoir un projet fédérateur? Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça parce que quand vous on s'entend sur les points communs alors? On s'entend sur les points communs. Et tout projet de société vise quoi? Faire en sorte que les populations soient heureuses. Très bien. Faire en sorte qu'il y ait de l'eau pour tout le monde, que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des infrastructures. Donc, produire le bien collectif. Oui. Alors, à partir de cet instant, les lignes de démarcation idéologique ne doivent pas constituer un handicap pour l'élaboration et la mise en place d'un projet commun pour le bien de notre peuple. Donc, ce que je viens de dire, c'est aussi valable, je tiens à le dire parce que j'entends souvent ce discours, pour Moël Bénin que pour Renaissance nationale. Moël Bénin également, qui est un parti social-démocrate dans le libéralisme participatif. Donc, libéralisme participatif, pas opposition au libéralisme primitif ou libéralisme sauvage, qui proclame vive les riches, abat les pauvres. Moël Bénin n'est pas dans ça. Et puis, Renaissance nationale, en fait, quand vous parlez de Moël Bénin, vous social-libéral avec un ancrage nationaliste. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Ce que véhicule Moël Bénin, par exemple, c'est le patriotisme économique. Oui, c'est pour ça que... Ça pourrait avoir des points culminants, mais vous voyez, il faut produire ce que nous devons manger, et il faut manger ce que nous produisons. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul parti politique parmi tous ces partis de la majorité présidentielle qui soit opposé au patriotisme économique? Le patriotisme économique, c'est une doctrine. On peut même dire que c'est une valeur. Mais je viens de vous dire que l'idéologie de Moël Bénin, c'est la social-démocratie avec un libéralisme participatif. Maintenant, à l'intérieur... Là, vous allez choquer les cadres du Moël Bénin. Comment ça? Ah oui, parce que ils le disent et ils le proclament au fort, le patriotisme économique, ce qui est différent de... Parce que quand vous parlez de social-démocrate, là, alors, j'ai lu, ce que je dis, je ne l'ai pas inventé, hein, dans les documents de Moël Bénin, que Moël Bénin est un parti social-démocrate dans le libéralisme participatif. C'est exactement ce que j'ai lu. Peut-être que je suis tombé sur un mauvais document, ça peut arriver. Parce que de toutes les façons, on ne vient pas parler des idéologies des partis politiques sur le plateau de télévision, sans faire un minimum de revue documentaire. Et c'est pareil aussi au niveau de Renaissance nationale, qui est un parti social-libéral avec un ancrage nationaliste. Et cet ancrage nationaliste rapproche davantage Renaissance nationale de l'Union progressiste le renouveau, de Moël Bénin et dans une certaine mesure du bloc républicain. Vous voyez, après, si les gens évoquent les questions idéologiques sans rentrer dans les analyses de fond, ils vont passer à côté. Je pense qu'on aura le temps de consacrer un plateau, rien qu'au décryptage idéologique des partis politiques et voir un peu le positionnement des différents partis et voir s'il est possible pour certains partis politiques de se mettre ensemble pour travailler. Très bien. Voilà. En quoi Robert Douadagny est un bon profil pour succéder à Patrice Talon? Aussi bien le ministre d'État Robert Douadagny que beaucoup d'autres personnalités des deux partis qui l'ont désigné, qui pouvaient être aussi désignés,
toutes ces personnalités ont les bons profils. Et ce bon profil se traduit, est dégagé des discours que l'on entend souvent des responsables de ces différents partis depuis quelques mois. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, oui, quand le président Patrice Talon va finir, nous ferons en sorte de lui trouver un successeur à son image, qui sera encore meilleur que lui. C'est ça. Et donc, dans les partis politiques, vous avez des personnalités qui travaillent aux côtés du président Patrice Talon depuis bientôt 10 ans, qui ont concentré l'essentiel de ce qui est le profil recherché par les partis politiques. Et c'est quoi cet essentiel? C'est en 3 mots. La rigueur. Moi, je ne parle même pas d'abord du parcours, parce qu'on peut avoir différents parcours académiques, professionnels. Mais ce dont je veux parler, c'est la rigueur. Est-ce que sans la rigueur, le Bénin pouvait se retrouver à ce niveau de développement? Est-ce que là où nous sommes aujourd'hui, on se croyait capable d'arriver à ce niveau pour le chemin que nous avons parcouru depuis 1960? Donc il a fallu 2016 pour que nous sachions qu'avec un peu plus de rigueur, nous pourrions être capables de beaucoup de choses. Nous pouvons avancer très rapidement. Le développement, c'est facile. Mais le chemin qui y mène est aussi long. Et ce chemin, il est fait de rigueur. Ensuite, l'ambition. Oui, Romulade Wardani, on l'a vu, il a porté avec le président Patrice Talon sa folle ambition pour le Bénin. Regardez les projets structurants, regardez les projets, la GDIZ, les infrastructures, les marchés modernes. Ces projets réalisés, et on se demande, est-ce qu'on pouvait mobiliser autant de ressources pour faire autant de choses en un temps record? Et les records, ils sont historiques. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but de cette émission. Et puis après, vous avez le travail acharné. Le travail acharné. Romulade Wardani est un travailleur. Et questionner tous ces... Il travaille jusqu'à épuisement, dévoué à la République. C'est ça le profil recherché, en dehors du parcours qui est bon. Et la rigueur, l'ambition, le travail acharné. Le président Patrice Talon lui-même les avait déjà consacrés comme les conditions de toute réussite et de tout développement lorsqu'il échangeait avec les membres du patronat français il y a quelques années. Donc pour moi, c'est ça. Et cette rigueur, c'est sérieux, cette ambition, j'allais dire, et ce travail acharné, ça caractérise pas uniquement le candidat désigné Romulade Wardani, mais également beaucoup d'autres personnalités à l'intérieur de ces partis politiques. Est-ce que son jeune âge a milité pour quelque chose? C'est vrai que pour certains, la jeunesse finit à 45 ans, mais 49 ans, voilà. Est-ce que cela a milité pour quelque chose? Je pense que les critères prédominants, c'est d'abord la capacité d'incarner l'étalonisme dans tout ce qu'il a de positif et non dans ses insuffisances, parce que le président Patrice Talon lui-même a reconnu qu'il y a des insuffisances, et ensuite pouvoir travailler de façon rigoureuse, avoir des ambitions pour le pays et travailler de façon acharnée. Après, que l'on soit d'un certain âge ou d'un autre, pour peu que l'on soit dans les limites d'âge exigées par la Constitution, pour moi, ça passe. Donc, je ne pense pas que cela a pu être un critère particulier ou un critère déterminant. Non. Le ministre d'État, Romulade Wardani, rassure les partis politiques parce qu'il a déjà donné les preuves de ce qu'il peut être un développeur et durant tout le temps qu'il gère nos finances publiques. Oui. Très bien. Quels sont les pièges à éviter par Romulade Wardani? Les pièges? En quels termes? Ah ben, il n'y a pas de piège à éviter? Alors, c'est pour ça qu'il faut à l'élection. Il faut dépersonnaliser la candidature. C'est-à-dire? La candidature
est la candidature des partis politiques. Oui. Et la réforme du système partisan, dans une certaine mesure, a voulu qu'il en soit ainsi. Donc, Romuald Ouaddaï est le candidat désigné des partis politiques. C'est un homme responsable, il a le sens de la responsabilité, il travaille, il sait ce qui est bien pour le pays. C'est un homme aussi, on peut le dire, de conciliation des positions. C'est un très bon négociateur. Il est, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le côtoyer, on pense qu'il est un peu distant de la société ou des cercles d'amis, mais c'est la fonction qu'il a exercée ces dernières années qui a fait qu'à un moment donné, il était obligé de s'isoler pour être productif et pour être efficace. Donc pour moi, déjà même, là, il n'a pas besoin de mener une vie outre mesure. Il est Romuald Ouaddaï, il reste Romuald Ouaddaï et il est le candidat désigné des partis politiques. Maintenant, si quelqu'un tend un piège à Romuald Ouaddaï, il verra d'abord en face les partis politiques et je ne pense pas que l'on puisse avoir en face des groupes aussi organisés et espérer qu'ils tombent facilement dans un piège. En fait, quand je parle de pièges à éviter, ce n'est pas forcément qu'on va lui tendre des pièges, mais quelles sont tout de même les précautions, les dispositions à prendre pour ne pas... Parce que là, véritablement, il y a une ferveur de la mouvance autour de sa candidature. Certainement, il y a des défis à relever. Il y a des pièges à éviter aussi. Quels sont pour vous, d'abord, je fais peut-être autrement la question, quels sont pour vous les défis à relever par Romuald Ouaddaï en attendant donc de pouvoir se retrouver sur le fauteuil qui sera laissé par Patrice Talon? Alors, sur la question des défis, si vous suivez mes réponses, vous allez constater que je suis constant sur la responsabilité des partis politiques. Parce que la réforme du système partisan responsabilise les partis politiques, donne plus de force aux partis politiques, les ramène au cœur de l'animation de la vie politique pour qu'ils se retrouvent après au cœur de l'exercice du pouvoir d'État. Donc, il n'y a pas de défi particulier pour Romuald Ouaddaï. Et donc, c'est pour les partis politiques. C'est le défi des partis politiques. Parce que s'il arrive quoi que ce soit un jour à Romuald Ouaddaï en tant que président de la République, les partis politiques seront les premiers responsables. Alors, et donc, quand vous parlez aussi de pièges, peut-être qu'enfin, j'ai pu cerner l'esprit de votre question. Non, le candidat Romuald Ouaddaï, en toutes circonstances, ne devrait pas oublier qu'il est le candidat désigné des partis politiques et être habité en toutes circonstances, face à toutes les épreuves, par la nécessité de préserver l'esprit de la réforme du système partisan. Et vous me ramenez, j'ai suivi un peu le reportage qui a été diffusé sur la séance que la direction exécutive nationale de l'Union progressiste Le Renouveau a eue avec le candidat. Oui. Et le président du parti, le professeur Joseph Diogbenou, disait au candidat Romuald Ouaddaï, vous êtes la clé du succès de la réforme du système partisan. Enfin, je pense que j'ai trouvé un bon élément pour répondre à votre question sur le piège, c'est de ne pas oublier qu'il est la clé du succès de la réforme du système partisan. Ce dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est une première victoire. Et donc, clé du succès de la réforme du système partisan, durant toute la candidature, durant toute la campagne, pendant toute l'élection, et aussi pendant tout le mandat, parce que comme tout le monde s'aperçoit que Romuald Ouaddaï, l'annonce de sa candidature a suscité une effervescence populaire. Vous avez vu les réactions de part et d'autre. Même les personnes ou personnalités qui habituellement sont hostiles, critiques, ne partagent pas la gouvernance du président Patrice Talon, ont marqué une pause dans leur critique pour dire « là c'est un bon profil, nous avons l'occasion de faire du rassemblement autour de ce candidat ». Et donc, je le dis pour vous parler des chances qu'il a d'être élu président de la République. Je ne dis pas qu'il est déjà élu. Nous sommes tous en attente du candidat du parti Les Démocrates. Tout à fait. Aucune élection n'est gagnée avant qu'elle n'ait lieu. Oui. Il n'y a pas de résultat électoral pro forma, mais je puis vous dire qu'avec ce que nous sommes en train de voir, le rassemblement, les mobilisations, les soutiens que l'on voit déjà pas et d'autres, Romuald Ouaddaï a de fortes chances d'être élu président de la République. Mais avoir de fortes chances d'être élu
ne veut pas dire que l'on est déjà élu. Tout à fait. Parce il y a des choses il y a encore des Béninois qui, pour rien au monde, ne voteront pas pour un candidat soutenu par le président Patrice Talon pour des raisons personnelles. Et d'ailleurs, vous me donnez d'ailleurs une très belle transition. Vous savez que depuis quelques années, nous avons chuté en termes de participation citoyenne aux élections. Oui. Il y a le taux d'abstention qui n'est pas négligeable. Comment faire aujourd'hui pour que véritablement cette ferveur ou cette participation puisse remonter la pente? Non, je pense que nous avons traversé des situations douloureuses. Ça faisait partie des prix à payer pour préserver et sauvegarder la réforme. C'est pour ça que lorsque nous sommes en train de vivre maintenant les fruits de la réforme, il faut pouvoir en parler. Non, vous allez voir, les prochaines élections générales sont un rendez-vous décisif. Nous allons pouvoir faire 3 élections en l'espace de 3 mois. Comme vous le savez, les législatives et les communales, le 11 janvier 2026 et la présidentielle, le 12 avril 2026. Nous allons avoir des très bons taux de participation. C'est pour ça que le parti Les Démocrates est attendu. Avec son candidat, ce parti n'a pas droit à l'erreur. Je pense qu'on a peut-être encore, on n'a plus beaucoup de temps parce qu'il y a d'autres aspects de l'actualité autour de cette candidature, autour de cette élection qui ne seront pas abordés. Et donc, le peuple attend de vivre une très belle compétition avec en face de Romuald Wadaï, le candidat du Parti Les Démocrates. Donc, ce parti a la responsabilité de tout faire pour avoir son candidat. Ce n'est pas seulement désigner un candidat, mais faire accepter, faire valider une candidature que l'on pourrait amener à affronter la candidature de Romuald Wadaï. Et puis en ce moment, vous verrez ce que seront les taux de participation. Et ça va être à toutes les élections. Parce que vous avez un conseil communal qui vient de passer 6 ans. Les gens ont envie de remplacer des gens. Donc, la compétition va être rude. Oui, effectivement. Voilà, donc, non, moi, je ne crains pas un fort taux d'abstention. C'est vrai que c'est un phénomène que nous avons vécu il y a quelques années en raison d'un certain nombre de contingences, mais je pense que cette histoire est maintenant derrière nous. Très bien. Déjà, dites-nous le colistier ou la colistière de Romuald Wadaï. À quand devrait-on le connaître? De toutes les façons, c'est octobre 2025 au plus tard. Pourquoi désigner alors le candidat donc, qui portera donc, ce duo, oui, alors que le colistier ou la colistière n'a pas été désigné? Alors, j'ai suivi ce matin une interview donnée par l'honorable Orden Aladati, qui est membre de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste Le Renouveau, qui dit que son parti pense qu'il faut reconduire à cette fonction l'actuelle vice-présidente de la République, Mme Mariam Chabi Talata, et que ça reste une proposition de son parti, et que cette proposition va être soumise aux partenaires de l'UPR, au sein de la majorité présidentielle, afin qu'il y ait des discussions autour, parce que le parti estime que Mme Mariam Chabi Talata, qui fait partie de la haute direction politique de l'UPR, n'a pas démérité. Et donc, tout au moins, nous avons un nom. Oui. Et ce nom vient d'un parti politique qui est le plus grand parti politique de l'échiquier politique national. Et ce parti arrive à s'entendre parfaitement avec le bloc républicain, puisque tout au moins jusque-là, ils sont liés par un accord de gouvernance communale. Et puis, il pourrait y avoir d'autres accords dans le cadre des prochaines élections générales. Je pense que nous avons maintenant entendu un nom. Il reste que les processus qui vont le processus qui va conduire à la validation de ce nom soit engagé. Avant ce nom, il y a quand même avant qu'on sache à quoi il y a Barthélemy Kassa du BR. On a entendu également ce nom. On a entendu parler de la ministre du numérique et tout cela. Mais si Mariam Chabi Talata est la proposition de l'Union progressiste Le Renouveau, là, est-ce que le bloc républicain ne voudrait pas avoir quand même un candidat même si les deux partis ont désigné Romuald Wadaï, le bloc républicain voudrait avoir quand même un colistier de son parti? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà des personnalités dont vous avez cité le nom et de celles qui exercent les fonctions de vice-président de la République depuis 2021, vous avez tant de femmes et d'hommes
engagés dans les deux partis politiques qui ont le mérite militant d'être proposés par le parti pour occuper cette fonction-là. Maintenant, moi, je vous ai rapporté le contenu d'une interview que j'ai suivie. Tout à fait. Il y aura des négociations. Peut-être aussi que les partis partenaires ou le principal partenaire de l'UPR, le Bloc républicain, va aussi faire une proposition. Après, il va y avoir des discussions, il va y avoir des rapprochements de positions, des analyses. Et comme les deux partis politiques arrivent à s'entendre parfaitement, ils pourront nous dégager un nom comme celui du colistier ou de la colistière. Pourquoi ça tarde aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on ne s'entend pas encore cette élection? C'est parce qu'on ne s'entend pas encore. C'est plus facile pour Romuald Ouaddaï. Qui vous a dit que ça a été plus facile? Ah, parce que c'est ça aussi. C'est parce que les partis ont appris à gérer leurs contradictions en interne. Il y a eu des discussions sur des discussions, il y a eu des rencontres. Vous avez vu tout le temps les visites du ministre d'État Abdoulaye Biachane, ex-qualité président du Bloc républicain, au président de l'UPR, les visites de Joseph Diogbenou, ex-qualité président de l'UPR, à Abdoulaye Biachane. Vous avez vu toutes les rencontres auxquelles nous avons assisté ces derniers mois, ces dernières années. Généralement, nous savons très peu de choses de ce que les gens se disent. Donc, il ne faut pas dire que quelque chose a été facile. La désignation d'un candidat par un parti politique ou une coalition de partis politiques n'a jamais été un processus simple. C'est parce que le processus a été bien conduit et surtout conformément aux tests de ces partis politiques que nous n'avons pas assisté à des résistances, à des contestations, à de la rébellion. Certainement grâce à l'implication du chef de l'État, aussi du patron de la majorité. Ah, je pense qu'il serait même un crime pour les partis politiques de la majorité présidentielle de ne pas consulter le président Patrice Talon avant de faire un choix. D'autant plus qu'eux-mêmes avaient déjà dit qu'il faut quelqu'un à l'image du président Patrice Talon qui fera encore mieux que le président Patrice Talon. Ensuite, le grand risque, c'est que si les partis politiques de la majorité, imbues de leur autonomie, se mettaient juste à désigner de candidats en ignorant le président Patrice Talon, il ne va rien dire. Mais s'ils font un choix qui ne rencontre pas son assentiment, ces partis politiques n'auront pas le soutien du président Patrice Talon pour le candidat qu'ils ont désigné. N'oubliez pas que le 28 juillet 2025, le président Patrice Talon a dit que le candidat qu'il va soutenir en tant que citoyen, ça peut être le candidat de n'importe quel parti politique s'il se convainc de ce que c'est le bon profil pour le pays, c'est le candidat de l'intérêt général. Et qu'il peut même arriver qu'il soutienne le candidat du parti Les Démocrates. Donc, avec tout ce discours d'alerte, les partis de la majorité présidentielle qui ont géré souverainement, en tout cas d'après les informations qui sont à ma disposition, le processus de désignation ne pouvait pas se passer de consulter ou d'avoir l'avis du président Patrice Talon. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Votre mot de fin. Merci de votre invitation. Je pense que l'actualité politique, elle commence par être dense. Tout à fait, dynamique. Elle sera davantage intense et dynamique les prochaines semaines. Autant que nous pouvons dégager quelques créneaux de notre agenda professionnel pour partager avec vous nos regards, nos analyses, nous pourrions être disponibles pour essayer de confronter nos analyses avec celles d'autres acteurs, d'autres observateurs, y compris aussi vous-même vos propres analyses. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous remercions déjà pour donc, la disponibilité renouvelée. Et ce sera renouvelé, bien évidemment, Rachid Yojo, expert donc, en communication politique et publique. Et merci pour votre présence. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce numéro de cette tranche spéciale. On va se retrouver très incessamment. D'ici à la portée, vous bien agréable suite à chacun et à tous.